On va passer d'une mer à une autre, de la Méditerranée à l'Adriatique, sur la côte est de l'Italie. Notre zoom nous emmène aujourd'hui à la découverte de la région des Marches. C'est là que le peintre Raphaël a vu le jour, région incontournable au moment de la Renaissance et qui semble, vous allez le voir, avoir résisté au fracas du monde. David Bordier, Pascal Delporte et Bruno Bedarrida. Son nom ne vous dira rien. La région des Marches, marquée en italien, est aussi discrète que ces belles plages désertes de l'Adriatique. La Dolce Vita s'écoule entre la mer et ses collines sinueuses. Plusieurs villages sont accrochés à ce paysage. À 500 mètres d'altitude, Ripatronzum. C'est là que nous allons découvrir l'origine du nom des Marches. Le mot marche n'a rien à voir avec son paysage. Il provient du mot allemand marche qui signifie terre de confins. Parce qu'autour de l'an 1000, ce territoire était la frontière méridionale du Saint-Empire romain germanique. Urbino, la ville natale du peintre Raphaël, se dessine au petit matin comme un tableau de la Renaissance. Depuis des siècles, la cité abrite plusieurs universités. Urbino est une ville d'art, à 100%. Tous les paysages et tout ce qu'on peut voir, c'est comme regarder un tableau de Raphaël et comprendre exactement ce qu'il voyait pendant qu'il peignait. Pour découvrir cet univers, nous suivons Luigi Gallo, le conservateur du musée. La ville a été un des plus importants centres de la Renaissance italienne. Raphaël est né donc, dans une lieu unique où, dans une petite ville, se réunissait un nombre incroyable d'artistes et d'intellectuels. Raphaël est né dans ce quartier d'Urbino en 1483. À l'époque, la ville est un important centre de la Renaissance comme Florence. Ici, le jeune prodige découvre l'art et l'architecture. Aujourd'hui, c'est exactement ce que Raphaël voyait quand, tout jeune, il traversait les rues avec son père, qui était un des artistes de la ville et qui d'ailleurs travaillait à l'intérieur de Palazzo Ducale. Et donc le jeune Raphaël traversait cette porte à peu près tous les jours. À l'intérieur du palais ducal, nous allons visiter une pièce en marqueterie, mondialement connue. Le studiolo du duc et grand mécène Frédéric III. Le cœur du palais, un lieu incroyable. C'est dans cet espace que Raphaël a sûrement conçu sa première formation qui est une formation d'artiste, mais aussi une formation complexe des penseurs, d'intellectuels. Raphaël a 11 ans quand son papa décède. Il quitte Urbino. Il mourra à Rome à l'âge de 37 ans. 2 de ses œuvres sont exposées au Palais ducal. Le peintre divin a traversé ses paysages et utilisé un papier célèbre. Comme lui, nous arrivons à Fabriano, la ville du papier fait main. Voici le must, réalisé comme au Moyen-Âge. C'est du fromage? Non, non, du coton et de l'eau. Et la future feuille, la voici. Un cadre, une forme de 8 kilos, que Ricardo plonge dans ce bain. Le coton reste en surface, avec le grammage voulu. Tout ça, c'est l'expérience du maître. C'est lui qui m'a tout appris. Enveloppées dans des couvertures de feutre, les feuilles sont pressées. Le papier contient encore 90% d'eau. Dans ces ateliers, il faut une semaine pour produire seulement 400 feuilles. Du haut de gamme, 70 fois plus cher qu'un papier industriel. Ça, c'est de la haute couture. C'est un papier vraiment unique parce que chaque feuille a une âme. Nous le voyons comme une feuille blanche, mais en réalité, l'artiste déjà peut regarder la feuille et imaginer qu'est-ce qu'il va peindre sur la surface de ce papier-là. En poursuivant notre route dans la région des Marches, nous allons à la rencontre d'une autre histoire qui s'est écrite à Lorette, à l'abri de ce sanctuaire. À l'intérieur de ce sarcophage de marbre, un capucin, le père Giuseppe Santarelli, nous fait pénétrer dans la maison de Marie, la mère de Jésus.
À Lorette, on conserve la maison de la Vierge qui se trouvait à Nazareth à l'origine. D'après la tradition, en 1291, quand les Maures ont envahi la Palestine, les anges ont transporté la maison de Marie en Croatie. Au fil des siècles, l'Église a mené l'enquête. D'après les archives du Vatican, des croisés ont ensuite rapporté les fondations en briques de la maison en Italie. Des pierres qui, selon le père Santarelli, proviendraient bien de Palestine. Sur les pierres, on a trouvé des graffitis de style judéo-chrétien. Ils nous ramènent à des inscriptions significatives que l'on utilisait dans la Palestine antique. Symbole de l'Annonciation, Notre-Dame de Lorette est le sanctuaire dédié à la Vierge Marie le plus important d'Italie. Plus de 3 millions de visiteurs veulent le voir chaque année. Monumental comme Lorette, mais sous terre, notre périple nous conduit non pas dans un bunker, mais dans des grottes. À 700 mètres sous la roche. Les grottes de Frassassi ont été découvertes par hasard en 1971 par des alpinistes. Et la première chose qu'ils ont pu voir ont été ces énormes stalagmites que vous voyez ici et qui ont été appelés les géants, car ce sont les concrétions les plus hautes de la grotte. Leur hauteur va de 18 à 20 mètres. Selon certains experts, ces géants pourraient avoir 120 000 ans. L'eau de pluie s'infiltre du plafond et s'ensuit un phénomène chimique. Des stalagmites sortent de terre. C'est du calcaire, c'est du carbonate de calcium qui, petit à petit, goutte après goutte, va s'accumuler et former des concrétions. Une infime partie de la grotte sur les 30 km de galerie est ouverte au public. De la roche calcaire, il y en a des montagnes dans le Conero. Au bord de l'Adriatique, cette zone géographique des Marches a donné son nom à un vin. Un lien de sang unit un frère et sa sœur à ces vignes. Aujourd'hui, il y a du vent d'Est. Et c'est une brise marine. Ce matin, Paolo et Eleonora retirent certains bourgeons pour concentrer l'énergie de la vigne. Dans la zone du Conero, nous nous trouvons dans les collines les plus hautes. Ici, nous sommes à 200-250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le vent, c'est un ami. Il nous aide à prévenir et à éloigner les maladies. Ces viticulteurs travaillent un peu plus de 11 hectares, tout en biodynamie. Il y a beaucoup de grands vins en Italie. La différence, c'est qu'en notre vin, le vin de Le Conero, il y a notre cœur, notre passion et notre personnalité. Cette personnalité, il la puise dans ce sol, sous ces oliviers, ces chênes. Il y a beaucoup de coquillages, vraiment beaucoup. Notre objectif, c'est traduire la mer et les coquillages, notre sol calcaire avec les vins rouges. Chez les Berluti, on veut perpétrer l'histoire des grands cépages de ce terroir. Le Montepulciano, le Sangiovese. Et maintenant, profitons des eaux turquoises de la côte. Nous arrivons à Ancône et son célèbre port, le deuxième de l'Adriatique. Mais avant d'embarquer pour la Grèce ou la Croatie, nous retrouvons un habitant près de la plage. Il fait déjà chaud. Salvatore, 82 ans, profite des premiers rayons du printemps. Tout est beau à Ancône. Et cet endroit, je le visite toute l'année. Ma maison est en haut, à 100 mètres. Plus étonnant, d'autres ont choisi d'habiter au pied de la falaise, dans des centaines de grottes aménagées au 19e siècle. Ils y viennent la journée, les week-ends ou pendant les vacances. Rolando prépare sa résidence secondaire. Ces grottes servaient aux pêcheurs. Ils y rangeaient leurs affaires, leurs bateaux. Moi, la mienne a au moins 120 ans. Il y a un peu de bazar, mais je vais arranger tout ça. Rolando a une vue imprenable sur un rocher
que tous les habitants connaissent ici et surnomment la chaise du pape. Plus loin, dans cette impasse de la mer, Saoro, pêcheur à la retraite, continue de réparer ses filets. On pêche des loups, des homards. Cet endroit, c'est la liberté, c'est tout. Moi, ça fait une vie que j'habite ici. Après l'hiver et les tempêtes, Simonetta redonne un coup de peinture à la grotte qu'elle possède avec son mari. C'est un village à part. C'est un village dans la ville. Nous laissons Rolando et les habitants d'El Paceto face au grand large. C'est l'heure d'embarquer à bord du Corfou, du Benedictus, de quitter Ancône, la capitale des Marches. Une porte vers l'Orient, sur l'Adriatique.